Micro-ondes, c'est pour vous, c'est maintenant. Si j'étais vous, j'écouterais. Salut à tous, donc bienvenue. On est de retour après cette petite pause pour avoir mangé. Donc on a été au Bosphore Kebab, donc je ne vous recommande pas ce kebab d'ailleurs. Et on est revenu pour un Culturbulence. Donc on est en compagnie de Victor, ici présent, de Julie, qui est membre de la pôle communication à Micro-ondes, de Louis-Jules, pardon. Oh, toujours un plaisir. Oh là là. J'ai dit Jules, et de Marwan. Bon, je suis désolé, Salut. c'est ma première en tant qu'animateur, donc je me trompe dans les prénoms des fois. Oui, parce qu'on se Mais, connaît pas en fait. Ouais, des fois on se croise. Après, tu mais- t'es trompé que sur un prénom, donc il y a une personne que t'aimes pas sur la table. Quoi. Ah mais ça, fallait pas le dire ça. Bon alors, C'est sur la comment table. ça se passe cette émission À vous de me le dire, mais les thèmes sont libres si j'ai compris. Voilà. Et Ouais. donc je vous laisse commencer. Celui qui veut partir. Qui commence? Bah écoutez, je vais ouvrir la danse. Alors, chers auditeurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler dans cette chronique de l'histoire des rois de France. Donc on ne peut pas parler de roi de France sans parler de Louis XVI, c'est un personnage historique central de la Révolution française. L'échec des mesures des réformes du système et la guerre des farines suite à une pénurie de grains ont massivement participé à la chute du régime. J'aimerais m'attarder quelques dizaines de minutes justement sur précisément cet événement historique passionnant. En fait, Louis XVI, dans un élan libéral, a autorisé la libre circulation du grain. Et en fait, des marchands peu scrupuleux ont décidé de stocker des grains pour faire monter les cours, pour gagner plus de thunes, bref. Et en fait, ça a été vraiment l'un des déclencheurs. Ça montrait la maladie mentale du roi qui se détériorait, faute probablement à la diversité génétique qui manquait un peu dans la famille royale. Et d'après certaines rumeurs, on disait que le roi, il est en train de perdre la tête. Ah mais Donc, qu'est-ce que tu racontes, Jules? C'est quoi ces conneries là? Mais, Oula, mais oula. mec, Attendez. Tu venir à 8h pour installer le matos, et toi t'arrives, tu viens, il est midi, tu racontes des conneries pas possibles sur la tête du roi de France? Qu'est-ce Alors, que c'est ça? petite embrouille au plateau. c'est, C'est quoi ces conneries là encore, Jules? Les aléas du Hier t'étais direct. à Lyon toute la journée, t'as rien branlé? mais non, mais enfin, j'ai essayé. Mon train, c'est pas. Big up à tous ceux qui connaissent leur cours d'histoire en tout cas. Donc merci. C'était la pire introduction. Vous n'êtes pas sans savoir si vous avez un téléphone, la date ou vu les affiches des 24 heures de micro-ondes, ou que si vous avez des potes avec un léger retard mental. Aujourd'hui, en fait, on est un jour très très spécial. J'aimerais célébrer aujourd'hui ma tradition préférée, la journée des trolls, le 1er avril, le poisson d'avril. Voilà, merci. Si vous êtes partis. Donc si vous étiez là pour en apprendre plus sur l'histoire des rois de France et de la guerre des farines, je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, on est exclusivement pas intelligent. Du coup, je me suis demandé d'où vient la tradition. Alors, de manière immédiate, c'est difficile de savoir d'où viennent les traditions. Et dans de nombreux pays du monde, le 1er avril est la journée des blagues. Les Anglais l'appellent April Fools, où on se moque des abrutis. L'origine, généralement acceptée du 1er avril, découle du changement de date opéré par Charles IX, qui fait commencer l'année en janvier et non plus en mars. Et en fait, C'est quand même une chronique sur les rois. oui, c'est quand même une chronique sur les rois in fine. Donc du 7e siècle jusqu'en 1564, l'année civile commence le 25 mars en France. Et la tradition était justement d'offrir des cadeaux sur la période du 25 au 1er avril. Et en fait, avec l'unification des calendriers sur le 1er janvier, on a gardé un peu la tradition mais, de s'offrir des cadeaux au 1er avril. Mais on l'a un peu mélangé, c'est-à-dire que ce faux nouvel an, on le célébrait avec de faux cadeaux, puis la tradition se transformait en blague, en canular, pour fêter justement ce faux nouvel an. Et aussi, voilà, pourquoi le poisson pareil, là c'est très compliqué de savoir. Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est la christianité. Le poisson renverrait la passion du Christ. Les scénettes médiévales remplaçaient Jésus par un poisson dans leur texte, comme c'est un symbole chrétien connu de tous, pour éviter justement la censure et de choquer dans leurs histoires. Si ça pourrait venir de la pêche, une autre histoire de troll. En fait, la saison de la pêche commençait en début avril. Et pour se moquer des bolos de la canne à pêche et du bouchon, on offrait aux pêcheurs justement des appâts pour qu'ils n'arrivent pas à capturer des poissons. Voilà. Et enfin, ça pourrait venir du prince de Lorraine, qui, emprisonné sous Louis XIII, se serait échappé en traversant la Meurthe à la nage un 1er avril. Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi vous avez des potes relous. Très intéressant. C'était vraiment intéressant. J'espère. Je savais pas du tout. Eh bien, très bien. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à ce que vient de dire Jules?
ou alors on enchaîne sur les autres Est-ce chroniques. que c'est un peu has-been le 1er avril? Oui. Non. moi, je milite pour les bolos. C'est quoi le plus gros poisson d'avril que t'aies fait? Parce que c'était sûrement pas celui-là, quoi. Bah, en tout cas, j'ai rarement eu autant de public pour les centaines d'auditeurs qui nous regardent maintenant. J'ai rarement eu autant de public pour un si terrible poisson d'avril, ça c'est sûr. Bah, ouais. Et c'est quoi ton poisson d'avril préféré qui a été fait dans l'histoire? J'en sais rien. Ça bosse son sujet. Moi, mon troll préféré, c'est Eric André. C'est un animateur cringe de télévision qui fait un faux talk show. Mais lui, on pourrait dire que c'est toute la journée le poisson d'avril, mais toute l'année, pardon. Mais comme ça, tu me demandes l'histoire des meilleurs poissons d'avril, je peux pas te répondre. Je pensais que c'était ta chronique, quoi. Poisson d'avril, c'était pas la mienne. Le gars, il va se fâcher là. Non, Eh ben, écoute, si tu as tant de critiques à faire, je t'en prie, continue que je critique ta chronique. Non, c'est à moi du coup. Comme tu veux. Vas-y, hein, Victor, vas-y. Au suivant. Au suivant. Eh ben, on va rester sur un thème plutôt historique parce que, alors, pour remettre dans le contexte, bon, je suis en master d'histoire aussi et mon sujet de cette année, c'est la fondation de la Nouvelle-Orléans, donc la création française de la Nouvelle-Orléans. Et justement, je voulais vous parler d'une communauté francophone qu'on oublie de citer dans toutes les communautés francophones du monde. C'est vrai qu'on parle des Québécois, on parle des Belges, on parle des Suisses, on parle même des différents peuples africains qui ont adopté, contraint et forcé la France. Le français, voilà. Mais c'est vrai qu'on oublie cette terre américaine qui est la Louisiane. Et j'aimerais vous en parler parce que c'est vrai que c'est un vrai dialecte, c'est une vraie langue à part entière qui vient du français, qui a été une des formations au fur et à mesure des générations, des siècles et des diverses migrations. Et il y a toute une culture qui est très intéressante tournée autour de la Louisiane. Bien sûr, vous connaissez tous le Southern Gothic. Sans connaître le nom, vous avez tous vu au moins une fois une œuvre qui s'en inspire. Je peux vous citer True Detective, je peux vous parler même du dernier Red Dead Redemption 2, où il y a toute la ville de Saint-Denis qui est la Nouvelle-Orléans, avec la représentation du quartier français à la Nouvelle-Orléans. Et j'aimerais vous partager deux vidéos que vous pouvez voir sur YouTube, enfin. Une vidéo et une chaîne qu'il faut absolument aller voir si ça peut vous intéresser, si cette culture vous intéresse et que vous voulez plus vous renseigner dessus. Il y a le reportage de France 24 qui s'appelle « Qu'est-ce que c'est être un Cajun en 2020 ?» quelque chose comme ça, qui présente justement des francophones qui veulent faire vivre cette culture. Parce qu'il faut savoir que la culture Cajun, donc ça a été des immigrés du Canada en 1760-70, qui sont descendus en Louisiane et qui ont donc gardé leur culture un peu francophone, un peu française, et qui essaient de faire vivre cet héritage par la musique, par la nourriture française qui a été un syncrétisme de toutes les cultures locales, donc indiennes, mexicaines, etc. Et je vous conseille aussi toute la chaîne, plus généralement Télé Louisiane, qui est très peu connue et qui justement va interviewer des acteurs de cette francophonie peu connus. Le grand cousin québécois est bien plus connu en Amérique du Nord. Et voilà, je pense que c'est une culture qui mérite d'être plus connue parce qu'en plus, même s'ils ne parlent pas exactement le français qu'on parle nous, ils parlent un français tout à fait compréhensible, quoique un peu ancien. Et je pense qu'il faudrait... il y a une reconnaissance qu'il y a à faire et je vous invite tous à vous intéresser un petit peu à ces gens parce que, en plus, si vous cherchez sur Internet, il y a des facilités de festivals Internet, de communication avec des personnes qui cherchent d'autres francophones dans le monde pour partager leur culture. Donc voilà, je vous souhaite de faire cette démarche pour rencontrer ces gens qui souhaitent faire vivre la langue française à l'international et notamment en Amérique du Nord. D'accord, Voilà. super intéressant. C'est pas la Louisiane qui a été cédée par Napoléon Si, en pour rien 1804. Oui, pour le franc symbolique. Ouais, pour le Et français. c'est pas une expression, c'est-à-dire que ça a été vendu à un écu d'or. Bah, big up maintenant aux empereurs, après big up Et ouais, au mais, roi. mais c'est pas l'époque que j'étudie, mais c'est vrai que quand la Louisiane a été vendue, elle commençait à devenir vraiment anglophone, la Louisiane, et hispanophone.
mais il restait une certaine culture française et francophone qui a été complètement battue et complètement combattue parce que même dans les années 20, la constitution de Louisiane interdisait aux petits Louisianais qui parlaient le français de le parler. Ils se faisaient taper sur les doigts, quoi, c'est pas qu'une expression. Et il y avait un vrai racisme contre ça parce que si vous voyez le reportage de France 24, vous pouvez voir qu'il y a un des francophones qui dit que les Louisianais des générations de nos parents et de nos grands-parents étaient traités comme sont traités les Mexicains actuellement. Ah ouais. Donc c'était vraiment un racisme profond et anti-francophone et Toi, anti-culture c'est quoi française. déjà la période que tu étudies exactement? Moi, Excuse-moi. j'étudie la fondation de la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans. Donc, ça a été 1718. Et donc, je vais un petit peu avant et un petit peu après, parce qu'il y a eu le massacre des Natchez, qui est une culture qui sont des Indiens, qui ont été maltraités par les Français. Voilà. Et effectivement, c'est la fondation de tout ça, la création de... Même si c'est pas la même francophonie, ça a été quand même le début de cette francophonie et de cet espace français, entre guillemets, à des kilomètres d'ici. On retrouve des traces encore aujourd'hui en Louisiane. Oui, bien sûr. Ouais. La plupart des villes, déjà, tu as Bâton Rouge, Des Moines, Le Moine, enfin des milliers de villes qui ont un nom francophone, même français. Et ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que quand tu vas dans les cimetières, il y a beaucoup de noms français, surtout dans l'époque fin 17e, début 18e, il n'y a que des noms Jourdain, très, très anciens, très, très vieillis, mais qui sont quand même de racines françaises et de consonances très francophones. D'accord. Voilà. Et ils parlent encore en majorité, enfin, pardon, pas en majorité du tout, mais beaucoup français là-bas ou... Alors, ça a failli s'éteindre justement dans les années 20 quand il y a eu une campagne anti-francophonie. Francophonie, voilà. Mais il y a eu des mouvements de réhabilitation comme il y a pu en avoir au Québec notamment. Et maintenant, on l'estime à 260 000 sur toute la population louisianaise, ce qui n'est pas énorme, sachant que le centre culturel et la capitale de la Louisiane, c'est la Nouvelle-Orléans. Et c'est là où ça se met le plus en place. Voilà. Okay. Mais c'est une diaspora française ou c'est vraiment juste des Américains qui parlent français? Alors c'est une ancienne diaspora. Oui, voilà, c'est des anciennes générations françaises. Parce qu'ils parlent. C'est marrant parce que c'est pas du tout les mêmes syntaxes comparé aux Québécois qui ont leurs mots et un accent, mais qui parlent comme nous, comme en France. Eux, c'est vraiment une autre syntaxe, une syntaxe très ancienne. Ouais, c'est un patois qui a beaucoup évolué par rapport à la France. Il y a une expression, c'est Akajan que chiné, Akajan que je vais mourir. Tu vois, c'est vraiment cet accent, cette culture. Mais tu comprends, bon, c'est pas rigolo dans le sens on se moque, c'est dans le sens. C'est une autre langue, mais c'est quand même c'est des cousins qui sont à des kilomètres et dont on parle jamais. Et je trouve ça assez dommage. Parce que dans toutes les représentations francophones, on parle beaucoup de l'Afrique, de la Belgique, de la Suisse, et même des Québécois, mais très peu des Louisianais. Donc, d'accord. Voilà. Okay. Est-ce que tu as déjà été là-bas Est-ce que non, je devais y aller cette année. J'avais prévu, tout ça, c'était un peu raté. Mais du coup, j'ai pris contact avec des gens sur place. Et voilà, j'essaie de communiquer avec eux. Et ouais, moi, j'aimerais y vivre, mais bon, c'est un peu... Ah oui, à ce moment-là. Ah ouais. Mais elle te vient d'où cette passion pour la Nouvelle-Orléans? Moi, j'ai toujours aimé... on a fait le tractopelle sur le blues, c'est un peu venu de là. Tout ce qui est, moi, j'ai toujours aimé le côté un peu Mississippi, tout ça. Ouais. Et j'aime beaucoup des œuvres qui s'y rapportent, tout ce qui est True Detective, tout ce qui est les romans de Fitzgerald, un peu. J'aime bien. Toni Morrison aussi, tout ça, tout ce qui est un peu dans cette culture, ça m'a toujours plu. Et c'est vrai que je me suis toujours un peu senti solidaire des francophones là-bas. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci Victor. Écoute, j'espère que moi je vais regarder le documentaire. J'espère que en live, vous aussi, vous voudrez. On mettra le lien dans les commentaires. Ouais, avec plaisir. Il y a même un dernier. Aussi, tu l'as mentionné, la chaîne, elle s'appelle comment? C'est France 24. Et la chaîne, c'est Télé Louisiane. On mettra les liens. Super. Merci. Merci à vous. Donc on peut continuer. Julie, je t'en prie, vas-y. Ok. Alors bonjour à tous, chers auditeurs de micro-ondes. J'ai aujourd'hui préparé une chronique sur un chef-d'œuvre contemporain, la comédie musicale Hamilton. C'est un petit bijou, écrit et composé par Lin-Manuel Miranda, dont je ne saurais suffisamment vous recommander l'écoute. Elle retrace l'histoire d'Hamilton,
un des pères fondateurs des États-Unis. Et si c'est un sujet qui, au premier abord, ne vous paraît peut-être pas très sexy, détrompez-vous, sous la plume de Lin-Manuel Miranda, c'est une merveille. En effet, Lin est un excellent parolier, et les textes de sa comédie musicale sont d'une poésie inégalée dans toute l'histoire de Broadway. Assonance, allitération, jeu sur les mots, ces textes méritent une analyse linéaire fine. Encore plus que ça, chaque personnage a son propre registre et sa façon de s'exprimer. La grande originalité de la pièce réside dans le fait que sa BO est constituée intégralement de musique hip-hop et de R&B. Donc faire rapper les pères fondateurs aurait pu être un pari risqué, mais le résultat est très réussi. Dans la troupe originale, on retrouve Leslie Odom Jr., Jonathan Groff, David Diggs, René Elise Goldsberry et plein d'autres artistes débordants de talent. La plupart sont noirs américains ou latino-américains, un choix délibéré de la part de Lin-Manuel Miranda qui permet de rappeler que les États-Unis sont un pays issu d'immigration, même si à l'époque, elle était d'une autre nature que celle qui nourrit les États-Unis aujourd'hui. La mise en scène de la pièce est faite par Thomas Kyle. Elle est d'une grande simplicité, mais non moins remarquable. Un gigantesque plateau tournant au milieu de la scène confère un dynamisme tout particulier à la narration. C'est vrai aussi des chorégraphies d'Andy Blankenpoer qui se jouent de cette configuration atypique de la scène. Les arrangements d'Alex Lacamoire sont également à saluer. Au même titre que les paroles, chaque personnage s'est vu attribuer une identité musicale. Les arrangements contribuent intégralement à la narration de l'histoire. Les ponts et parallèles et rappels à certaines lignes mélodiques tout au long de la pièce sont un tour de maître. Hamilton, c'est une pièce toute récente, puisque sa première représentation off-Broadway date de février 2015. Alors je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas, mais à New York, les grosses pièces sont jouées à Broadway, mais il existe bien sûr plein d'autres qui sont jouées off-Broadway. Donc c'est un peu comme les in et les off du Festival d'Avignon. Mais arriver à Broadway pour une pièce, c'est généralement un Graal et un gage d'une grande qualité. Hamilton a passé moins d'un an off-Broadway. Presque toutes ses représentations étaient sold out dès le début. Et lorsqu'elle est passée à Broadway, elle a vendu pour plus de 30 millions de dollars de tickets avant même sa première représentation. Hamilton détient un record de la pièce qui a fait le plus gros chiffre d'affaires en une semaine à Broadway, 3,3 millions de dollars pour 8 représentations. C'est la première pièce à dépasser la barre des 3 millions en une semaine. La place était vendue en moyenne à 350 dollars. En 2016, Hamilton est nominé pour 16 Tony Awards, soit les Oscars des comédies musicales. Une fois encore, c'est un record. Et elle remporte 11 dénominations, dont le trophée meilleure comédie musicale, bien sûr. Et si vous voulez voir cette comédie musicale, aujourd'hui, elle a été enregistrée et depuis cet été, elle existe sur Disney+. Et je vous recommande vivement un abonnement d'un mois pour la visionner, la re-revisionner. C'est magnifique. Et sinon, bien sûr, la BO existe sur YouTube et rien que l'écouter, c'est juste génial. Ouais, et du coup, pardon. Du coup, c'est l'une des comédies musicales qui a le plus de succès de l'histoire ou Ouais, quand même c'est impressionnant. Par rapport à Mamma Mia, Non, mais alors il y a des énormes classiques, bien sûr. Merci à Louis Il qui y a danse au Le background. Royaume, Mamma Mia, Les Misérables. Enfin, t'as des trucs qui seront jamais remplacés. Et de toute façon, c'est pas vraiment non plus un concours de voilà, mais juste, elle existe depuis 5 ans, 6 ans, et c'est juste un chef-d'œuvre, quoi. Et puis c'est super, je sais que sur l'algorithme Disney+, c'est extrêmement mis en avant et ça peut justement faire découvrir un nouveau genre à plein de monde. Pourquoi pas, maintenant que tu reparles, peut-être que je ferai un peu plus attention à la page de présentation Disney+, et j'arrêterai de regarder Star Wars Hamilton. et peut-être que je regarderai Hamilton la prochaine Mais fois. regarde Hamilton, c'est le truc à voir sur Disney+. Eh ben, Ça dure combien de grand temps bien en face. Ça dure 3 heures. Et c'est quoi la ligne Comme un Star Wars. mélodique et musicale? C'est plutôt orchestral, c'est plutôt électronique, c'est plutôt... Ouais, c'est du R&B, D'accord. c'est urbain, c'est Ok. rap, c'est Ok. très cool. Ouais, donc ça reste l'histoire est un peu, c'est passé, mais voilà, c'est un style très c'est marrant. urbain quoi en fait. C'est hyper urbain et c'est justement marrant le mélange. Enfin, c'est extrêmement moderne pour Mm. un truc qui raconte, tu vois, la fondation des États-Unis et l'histoire d'Hamilton, qui est un père fondateur, qui est en gros à l'origine du système financier en fait américain. Oui, bien sûr. Et donc, c'est pas très sexy comme sujet. Ça fait un peu un cours d'histoire et en fait ils en font un truc hyper moderne. Ah, mais et c'est- Oui, t'as puis envie de- t'as c'est vraiment puis aussi, important c'est de c'est un hommage au fait que le R&B c'est quand même une musique urbaine à la base quand même, qui a un grand lien avec l'immigration. Et Ouais. c'est pas un hasard, il y a un très bon choix de la part du réalisateur, comme tu disais, Ah ouais. de choisir justement des personnes d'origine étrangère de base. Enfin, je sais pas Oui, comment que le des formuler, immigrés. mais des Bah, immigrés, des immigrés, voilà. ouais. En effet, ça doit faire très probablement justice Ouais. à la musique et ça doit faire porter l'histoire. C'est une manière de faire rentrer... on parlait d'histoire, c'est une manière de faire entrer des gens dans l'histoire. Enfin, Oui.
c'est un peu détourné, mais il n'y a pas de bonne. Il faut arrêter de dire il n'y a que les livres pour l'histoire et tout. Et ça permet aussi à des gens de s'y Ah oui, intéresser. mais il y a une grosse réutilisation de la pièce Hamilton dans l'éducation. Bah. Parce que justement, c'est une façon assez ludique d'apprendre aussi comment ça s'est Ouais, passé. ouais, bah, bien Et sûr. même moi, maintenant, je sais plein de trucs que je ne savais pas. Eh ouais, non, mais c'est bien, c'est que ça sert. Ouais. Ça sert. Donc c'est très chouette. D'ailleurs, ils sont passés à la Maison Blanche. Il y a eu Ah ouais. tout un truc un peu éducatif qui s'est fait autour de la pièce. Eh bien, merci Julie. Après, les rois français, les empereurs français. Finalement, c'est très politique. Hein, Ouais, Maintenant, les pères fondateurs il y américains. a une ligne directrice qui s'est dessinée. Magique. Bon, Finalement, il y avait un thème en fait. La vie politique internationale On a est dû vachement soulignée dans cette émission. Marwan. Des dernières Marwan. chroniques. Une dernière chronique si on a le temps. Donc, nickel. Oui. On va rester un peu dans le thème de l'histoire parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un des réalisateurs que j'aime le plus. C'est Akira Kurosawa, pour ceux qui sont familiers avec le maître, parce que c'est vraiment un maître. Je vais d'abord commencer par énumérer tout ce qu'il a influencé dans le cinéma. Kurosawa, il a influencé George Lucas quand il a fait Star Wars pour les combats de duel, pour les costumes, pour l'histoire qui est inspirée du château de l'araignée, si vous voulez le voir. Kurosawa, il a inspiré Sergio Leone, le maître du spaghetti western, pour les longues scènes de combat, la musique qui accompagne les duels, les valeurs, la solitude qu'on retrouve dans les films de Sergio Leone. Kurosawa, il a aussi énormément inspiré le cinéma asiatique, évidemment, parce que ça a été un des premiers réalisateurs à un peu exploser à l'international. Kurosawa, il a aussi beaucoup influencé le cinéma de la nouvelle vague, parce que c'est quelqu'un qui était très dans l'intellectuel, même si c'est un peu réducteur de qualifier le cinéma de la nouvelle vague comme ça. Et donc voilà, les influences de Kurosawa sont multiples, et j'ai envie en particulier de vous parler d'un film, Barberousse. Alors pour ceux qui connaissent un peu Kurosawa, vous savez que ses films les plus connus font partie d'un genre cinématographique qu'on appelle le Shambara, c'est-à-dire des films de samouraï, des films où des personnages portent des valeurs nobles, défendent la veuve et l'orphelin, les pauvres face à la modernité, face aux seigneurs qui les maltraitent, etc. Dans Barberousse, on retrouve plutôt une autre façon d'être noble, et c'est en tout cas une forme de vie guerrière qui est tout à fait différente, éloignée des sabres, c'est celle des médecins. Pour vous situer, donc Barberousse, c'est sorti en 1965. On est dans une période qui est un peu le pic de la carrière de Kurosawa. Et l'histoire, en fait, se situe dans la période Tokugawa. Donc, pour resituer, on est à une époque où le Japon se ferme de l'étranger, mais on sent les influences. Par exemple, dans le film, les médecins japonais, donc qui pratiquent une médecine plutôt traditionnelle, reçoivent des manuscrits des médecins hollandais qui arrivent à Nagasaki, qui est le seul port où peuvent rentrer les étrangers à l'époque. Et donc, on suit en fait les aventures d'un jeune médecin qui est issu d'une bonne famille et qui rêve de devenir le médecin du shogun grâce aux relations de son père. Sauf qu'il se retrouve dans un dispensaire où on soigne les pauvres, ceux qui n'ont pas de quoi payer, les sans-dents, comme on les appelle. Et donc, dans ce dispensaire, il y a donc les assistants du médecin au nombre de 2 et le médecin Barberousse. Barberousse, c'est un médecin d'un talent inné, qui a une compréhension du corps, mais aussi du cœur des personnes, et qui soigne pour la beauté de la vie, alors qu'il aurait pu très bien embrasser une carrière de grand médecin et devenir très riche auprès des seigneurs. Et ce que je trouve vraiment beau dans ce film, c'est que en fait, Kurosawa n'a pas peur de montrer la misère, de montrer la pauvreté, de montrer tout ce qui est mauvais en quelque sorte dans l'humain, mais aussi tout ce qui est fatal, la mort, la maladie, et de façon très crue. Et en fait, une des scènes qui pour moi montre à quel point Kurosawa est un grand réalisateur, c'est qu'il filme la mort d'un des patients, et Barberousse dit au jeune assistant qui rêve d'être un grand médecin, il lui dit « Regarde la beauté de la mort ». Et en fait, on est tellement immergé dans cette scène où on voit le patient mourir, au début on se dit c'est horrible de mourir, enfin, on voit le corps qui commence à ne plus être. Et en fait, au fur et à mesure des films et des séquences, on se rend compte qu'en fait, de tous ces personnages, en fait, de toutes ces misérables,
qu'on prend un peu en pitié. En fait, derrière, il y a une histoire de la douleur, et donc justement la mort, c'est un peu le moment de délivrance, et c'est là où en fait on voit le message de Barberousse, c'est que c'est un peu la délivrance, c'est ça la beauté de la mort. Et ce que je trouve vraiment magnifique, c'est que il arrive à parler avec légèreté de ces thèmes très lourds. Mais c'est un peu ce qu'il fait dans tout son cinéma. Je pourrais vous parler des 7 samouraïs qui a influencé un film, de western qui s'appelle Les 7 mercenaires, si vous l'avez déjà vu. Et justement, c'est exactement Kurosawa arrive à développer la même complexité des personnages et la même profondeur. Il faut savoir que voilà, c'est vraiment un des premiers à l'avoir fait dans le cinéma mondial, c'est-à-dire sa caméra vraiment est l'œil du penseur. Et c'est ça qui est vraiment très, très incroyable. Puis c'est des films un peu lents, un peu noir et blanc, tout ça. Mais si vous n'êtes pas dedans, mais en tout cas, si vous voulez vous cultiver, ce qui est un peu notre but ici à tous, je vous le conseille vivement. Bah, oui, en effet, c'est sûr par rapport entre guillemets au film d'action, j'ai envie de rigoler par rapport au combat, parce que voilà, les films de samouraï, de moment, ils en viennent aux lames. C'est pas du tout. Merci. C'est pas du tout la même esthétique en fait. Les combats sont beaucoup plus lents, c'est beaucoup plus dans le regard des personnages justement. Le défi, il n'est pas physique, il n'est pas dans la cascade. Le défi, on voit que c'est 2 hommes qui se battent pour leur vie. On sent l'enjeu et ça fait pas de cadeau aux personnages. Et les personnages, on les sent pousser dans leur retranchement. Je pense que c'est ça. Et c'est justement quand tu disais que c'est inspiré de George Lucas, j'ai fait déjà une référence ou deux à Star Wars dans cette émission, je ne vais pas m'arrêter là. C'est quand dans la première trilogie, c'est vraiment ça. Les duels sont avant tout psychologiques, que ce soit où c'est le poids émotionnel qu'il y a derrière, c'est le poids historique. C'est pas comme on voit dans la deuxième trilogie ou la prélogie et les sequels, où c'est Cirque du Soleil, où tout le monde saute dans tous les sens, il y a des éclairs, il y a des pirouettes. Non, voilà, c'est pas chichi, on se regarde mano à mano et c'est un défi qui porte du poids. C'est vraiment marrant que tu dis ça parce que justement, en termes d'escrime et de chorégraphie de combat, il s'est beaucoup inspiré à George Lucas de Kurosawa, et même dans la création quand il a pensé à l'ordre des Jedi, bien évidemment, il y a beaucoup dans la littérature européenne d'ordre de chevaliers, etc. Mais les valeurs fondamentales des Jedi sont très japonaises en fait. Dont en partie la chasteté qui est très suggérée chez les Jedi. Exactement. Non, mais voilà, et par rapport aussi à la structure narrative, c'est le parcours du héros classique qui est appliqué dans Star Wars, qui se fait en 3 films pour la prélogie, pour la trilogie originale qui est vraiment importante. C'est le cycle du héros qui est inspiré des œuvres classiques et aussi du cinéma de Kurosawa. C'est forcément très proche. Et du coup, il y a, pour rester dans le thème, il y a Scorsese qui, il n'y a pas très longtemps, a dit que Marvel ne faisait pas des films, c'était juste des roller coasters, quoi. Est-ce que tu penses qu'un jour on retrouvera un cinéaste justement qui sait faire de longs films d'action et assez quand même complet, quand même narratif à la Kurosawa, parce que j'ai l'impression que le MCU et Disney justement, et Star Wars maintenant Star Wars a changé, oui. Ont un peu uniformisé le game du cinéma d'action, aventure, c'est un peu les films de mafia et Scorsese, c'est un peu ça. Oui, c'est aussi, c'est tout vrai. en étant dans le psychologique, dans le long terme, dans le rythme assez lent. Je pense que maintenant c'est de moins en moins possible parce que les impératifs sont vraiment commerciaux et voilà. Et de toute façon, même George Lucas a perdu un peu, même s'il est plus au contrôle de Disney, mais quand on voit la prélogie par rapport à la trilogie originale, on voit un certain décalage de gravité et de savoir prendre son temps, et les impératifs de succès commerciaux sont différents. Après, tu peux le retrouver dans les séries aussi, potentiellement. C'est vrai que Mandalorian, par exemple, la série est beaucoup plus plus lente. Je suis d'accord. Et tu retrouves même. Elles peuvent prendre plus leur temps en fait de par le format, malgré le fait qu'ils sont en 10 épisodes. Et je me pensais à l'épisode numéro 5, je crois, dans la 2e saison, où il y a de Mandalorian, où il y a le combat justement
Entre Mando et un des d'un chefs côté, oui, un et des de chefs, l'autre côté de la c'est porte, ça. où il y a le côté, et ça faisait. C'était, je crois, Exactement, c'est Mais- extrêmement inspiré de c'est Kurosawa. très lent, tu sens bien que le moindre coup. Et ouais, est c'est pesé. c'est inspiré du Kurosawa et du Ouais. western. Et un Mando qui fait face à son adversaire où les deux se regardent Ouais, et et, de l'autre côté, sort son flingue et c'est ça, c'est d'un oui, seul oui. coup, et de l'autre côté, c'était un combat qui était beaucoup plus calme que ce qu'on pouvait voir Mm. dans les derniers Star Wars. C'est ça, il y a- Non, mais c'est vrai. ils se contrôlent, Ahsoka, elle Ouais, hurle c'est pas ça. dans tous les sens. Ce kata, ouais. C'est Mais c'est vrai maîtrisé, que technique. les séries, enfin, je suis à moitié d'accord avec ce que disait Scorsese parce que j'y pensais pas, mais ce qu'il dit pour les films sont pas vrais du tout pour les séries. Je pense justement à Punisher et à Daredevil. Surtout Daredevil. Daredevil est beaucoup plus psychologique que tout le MCU réuni, quoi. Ça parle plus, ça développe plus les personnages. Ça fait pas, les personnages sont moins des clichés que dans les films. Et c'est vrai que peut-être que c'est la série qui prendra le pas sur le cinéma à ce niveau. Peut-être la série en 5-6 épisodes aussi. Oui, C'est- ouais, c'est sûr. Ouais, Je trouve ça qu'ils laisse en de la font- place ils en font du pas temps mal en pour ce moment, développer. et- C'est vrai. Mais il n'y a qu'à voir le Snyder Cut qui est sorti de Justice League. Justice League, c'est Ouais. un roller coaster, Mm. mais en plus un mauvais roller coaster. Ouais. Et je suis pas super fan. Non, Mais par contre, le Snyder Cut est apparemment beaucoup mieux. Et Beaucoup là, mieux. on va en 4 heures. Et du coup, les personnages sont mieux développés et tout ça. il Et, y a de ça, ouais, mais et, c'est sûr. et on a peut-être un cinéma qui prend un peu plus son temps de fait parce que ça dure 4 heures. Mais voilà, c'est dès qu'on rallonge, en fait, Bah, on moi- s'offre des possibilités de personnalisation. Le dernier exemple de Kurosawa que j'ai un peu en tête, paradoxalement, c'est Le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est le seul, je trouve, un peu film très épique, très long, qui prend le temps de développer, qui fait des films en plus très longs, 3h28 chacun. Bon, il y en a pour la journée à voir. Et c'est vrai que j'ai pas d'autres exemples depuis les années 2000. Il y a, justement, parlant de Scorsese, il y a le film Silence. qui, Oui, c'est- j'ai pas vu Ouais. avec Justement, Nelson. qui se passe- ouais. qui se passe au Japon et qui par hasard, je pense, parle justement de la période où les premiers Européens arrivaient au Japon pour essayer de christianiser. Il faut savoir qu'en fait, le Japon a failli devenir un État chrétien si les shoguns ne s'étaient pas révoltés contre les missionnaires. C'est fou. Et justement, ça parle de cette histoire-là, C'est vrai. de comment en fait les chrétiens sont ensuite fait martyriser en quelque sorte. Mais par contre, je pense, pour revenir sur le débat un peu film plus lent, qui prend plus de temps pour développer la psychologie et le sens versus le roller coaster qui est là pour soit comme le MCU. C'est de la satisfaction facile pour Ouais. tout le monde. Et en voilà, fait. c'est du fan Ouais, service c'est vrai. en fait. C'est C'est que, que ça. Ouais. la vie du film se déroule plus sur des forums entre les fans plutôt que sur Pour le l'écran. théorie tu vois. crafting. Exactement. Donc c'est vraiment deux visions du cinéma, on va dire. Mais par contre, je pense que ça peut cohabiter dans le sens où on a souvent tendance, nous, en France et en Europe, à taper sur Hollywood. Alors que Hollywood, c'est sûr, c'est une machine à fric. Mais de temps en temps, ça permet de dégager une petite marge pour financer des films indépendants comme des... Puis tu as quand même quelques cinémas qui arrivent. Hein. Je pense à Interstellar, où on peut appeler ça comme un film d'action. C'est pas un film de combat, entre Non, guillemets, c'est comme vrai. D'aventure plutôt. Mais voilà, d'aventure, Mm. où là, où tu as vraiment le temps de développer le personnage. Et moi, je sais que ça marche bien, parce qu'à la fin, quand Cooper revoit Murphy, je pleure à chaque Non, fois. mais moi, la scène qui me détruit chaque fois, c'est quand il passe les cassettes et qu'il voit ses enfants. Ouais, oui. Oh, c'est. On a quand même Allez. encore du cinéma qui vient d'Hollywood, qui est quand même où prend son temps. Interstellar, c'est aussi un film bien long, hein, qui prend son temps et Surtout avec sur la des- musique, je trouve. oui, comme- et avec des c'est- climax quand même très forts, mais qui sait quand même prendre son temps. Et j'en profite juste peut-être pour clôturer, si... en tout cas ce sera mon mot de clôture, c'est voilà, quand les cinémas rouvriront, nous irons au cinéma et je vous invite à tous y aller parce que en fait, voir un film de 3 heures au cinéma et le regarder dans son lit sur Netflix, C'est beaucoup plus engageant. ça n'a absolument rien à voir. Allez voir Camelot, qui va sortir le 21 juillet 2020. Voilà. Et oui, c'est 117, le nouveau. 2021, pardon. N'allez pas voir Black Widow, hein, ça c'est Ouais, le s'il MCU, vous c'est un plaît. roller coaster. S'il vous plaît, Camelot a trop souffert au niveau de production et de report. Allez le voir, s'il vous plaît. Et bah écoutez, Eh bien, merci C'est beaucoup. pas faux. On peut continuer non, Moi, je vais devoir y aller. donc, si on vous est- voulez. moi je suis tout bon. En Mais tout cas. c'était cool ce niveau Sinoche, hein, on peut continuer hein, comme vous voulez. moi, je vais devoir vous quitter, mais je peux vous laisser. Bon, Non, ben, non. voilà. Merci à tous, chers Merci auditeurs. chers auditeurs. Qu'est-ce qu'on annonce là Tout de suite. Tout de suite. La La prochaine suite. émission. Là,
Quel est le programme? Tout de suite sur le live de Radio Micro-ondes, une présentation d'un artiste de Grenoblois. On vous laisse avec la petite vidéo. On se revoit tout de suite. Adieu. À tout de suite. Salut, Ciao. salut. Tout de suite, merci pour votre